Bonjour à tous et bienvenue au journal. Les titres du 13h. Troisième édition de l'African Women in Dialogue. Les travaux démarrés ce lundi en Afrique du Sud portent sur le thème le pouvoir et la voix des femmes en tant qu'agents du changement. On retrouve nos envoyés spéciaux à Johannesburg dans ce 13h. Notre dossier économie de ce lundi s'intéresse au riche patrimoine artistique et culturel du Bénin, un secteur à fort potentiel que le gouvernement restructure à travers des réformes pertinentes et des projets audacieux. Et puis le 24 janvier de chaque année se célèbre le sport féminin. Nous vous proposons dans ce 13h un zoom sur de jeunes footballeuses de Parakou qui s'imposent dans la discipline. On prend tout de suite la direction du Maroc. Le décor est déjà planté au Théâtre national Mohamed V de Rabat. Au Maroc, c'est dans cette enceinte mythique que le Bénin et les 23 autres nations qualifiées pour la Coupe d'Afrique des Nations CAF Total Énergie Maroc 2025 seront enfin fixés sur leurs adversaires du premier tour du plus prestigieux rendez-vous du football africain. Le tirage au sort est plus qu'une simple procédure formelle. Et il marque le début symbolique de la grande compétition de football en Afrique qui se déroulera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. William Bassabi. Les Guépards du Bénin seront fixés ce soir sur leurs adversaires de groupe à la phase finale de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. C'est au terme de la cérémonie de tirage au sort prévue à 19h au Théâtre national Mohamed V à Rabat. Devant le parterre des invités, trio volé par la Confédération africaine de football, 4 anciennes gloires qui connaissent bien la compétition auront le privilège de tirer les boules. Le Marocain Moustapha Hadji, le Nigérien Joseph Yobo, l'Ivoirien Serge Aurier et l'ancien sélectionneur du Sénégal Aliou Cissé. A signaler que le Bénin figure dans le pot 3 en compagnie de l'Angola, de la Zambie, du Gabon, de la Guinée équatoriale et de l'Ouganda. Au total, 4 pots sont mis en place pour les 24 pays qualifiés qui, au terme du tirage au sort, seront répartis en 6 poules de 4 équipes chacune. La phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations elle-même est prévue se dérouler du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Royaume chérifien. Et on reste dans le secteur du sport, mais cette fois-ci avec les femmes. Le 24 janvier, c'est la journée internationale du sport féminin. À l'occasion, nous vous proposons un zoom sur de jeunes femmes qui pratiquent cette discipline à Parakou. Elles donnent le meilleur d'elles-mêmes pour s'imposer dans la discipline. Dorcas Tito Chalidi. Déborah est étudiante en 2e année d'espagnol à l'université de Parakou. Au-delà des études, elle défend les couleurs du Bénin à l'international. Capitaine de l'équipe de foot Elite Athletic Club, elles sont nombreuses, ces jeunes femmes comme Déborah, qui excellent dans cette discipline. Je m'habitue. Quand je vais à l'école, souvent les matins et les soirs, je ne vais pas parce que je viens à l'entraînement. Quand l'entraînement c'est le matin je ne vais pas au cours. Et le soir, je vais au cours. J'apprends les polycopes et je m'en sors dans les compositions. Il faut savoir s'organiser. Courage, travail et persévérance. Courage, travail et persévérance, ces joueuses professionnelles ambitionnent d'aller plus loin. C'est grâce au foot que j'ai connu plusieurs pays. Abidjan, avec l'équipe nationale. Au Togo aussi, avec l'équipe nationale. Et je pense qu'avec d'autres clubs, on a été au Ghana, à Yamoussoukro. Je suis déjà avec l'équipe actuelle. Avoir un contrat professionnel, c'est ce qu'on souhaite. Ce n'est pas quelque chose qui est facile. Et j'apprécie aussi mes joueuses qui se sont données au foot et qui ont l'engagement et qui ont la foi de jouer. Elles ont des rêves, des ambitions, des projets d'avenir. Ces joueuses internationales sont une fierté tant pour leur club que pour le Bénin.
Et je vous l'annonçais dans les titres, le pouvoir et la voix des femmes en tant qu'agents du changement. La thématique est en débat en Afrique du Sud dans le cadre de la 3e édition de l'African Women in Dialogue. Un rendez-vous de 5 jours qui mobilise les femmes venues de toute l'Afrique. On retrouve à Johannesburg Alexandra Jotan et Bénédicte Possou. Johannesburg, le temps d'un forum, devient à compter de ce lundi, et ceci pendant 5 jours, une plateforme de dialogue pour l'émergence d'une voix unie des femmes africaines sur les questions continentales. On ne les présente plus. Ces dignes représentantes du Bénin, facilement identifiables aux effigies des Amazones du Dahomey. Elles partagent la même navette avec leurs sœurs de la Côte d'Ivoire et du Burkina Faso sur le trajet menant de l'aéroport au lieu de l'activité. 1000 femmes du continent vivant en zone rurale et urbaine sont invitées dans le cadre de ce forum en Afrique du Sud. Ce pays de l'Afrique australe qui doit son surnom de nation arc-en-ciel à la diversité des peuples qu'il abrite. Et en prélude à l'ouverture officielle de ce forum, les femmes de la région Afrique de l'Ouest ont accordé leur violon sur une ligne de défense des idées. La rencontre a été initiée par la coordonnatrice régionale Maïmouna Cabran-Ouattara. Reportage. Partager les expériences, partager les bonnes pratiques, acquérir des outils nécessaires justement pour que ces femmes-là, qui sont des actrices de paix, de justice, de cohésion sociale et de développement durable dans nos différentes communautés, puissent avoir des impacts positifs. Ainsi se déclinent les objectifs clés du forum AFWID, African Women in Dialogue. Les femmes venues du Bénin, du Mali, du Togo, de la Côte d'Ivoire et des autres pays de la région ouest-africaine sont mises dans le bain de la thématique centrale des échanges avant le lancement du forum proprement dit. Le thème, c'est briser les barrières. Parce que la femme africaine aujourd'hui, quel que soit le pays, la nation où nous sommes, nous voulons briser les barrières, les frontières. Nous voulons aller d'une voix commune, d'une seule voix, pour débattre justement des problèmes, des défis, des obstacles auxquels la femme africaine est confrontée et trouver des solutions ensemble. Les préoccupations de l'Afrique sont les mêmes quand on parle des femmes. Il s'agit notamment de l'autonomisation financière des femmes, du règlement des problèmes de violence basés sur le genre, les VBG, de la paix dans le monde, de la synergie des femmes et du développement en général de l'Afrique. Mais nous, particulièrement au Bénin, nous sommes venus ici pour discuter des problématiques de l'autonomisation financière des femmes. Nous sommes venus justement pour voir avec les autres sœurs d'Afrique dans quelle mesure est-ce qu'on peut construire des réseaux de femmes, des entreprises féminines à forte valeur ajoutée, des entreprises qui pourraient justement être des leviers économiques pour les autres femmes dans toutes les régions d'Afrique. Les échanges s'annoncent riches dans les prochaines heures ici à Johannesburg. Retour au Bénin, Éléonore Yaïla Descamps était à l'université de Parakou. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique est allée s'enquérir des actions de la communauté universitaire. Elle en a profité pour recueillir les attentes de l'ensemble du personnel. Le compte rendu de Sylvain Savi et d'Alexis Assoba. Vous n'êtes plus comme nous. Elles sont venues s'imprégner de la gestion de la première mandature de l'équipe en place depuis 2022. Les deux ministres ont apprécié le niveau d'exécution des cahiers de charges et surtout les résultats obtenus en 3 ans. La place des formations est devenue une place centrale dans les préoccupations du gouvernement et dans les PAG, la mission qui a été confiée à notre ministère ainsi qu'aux universités ou aux centres de formation à tous les niveaux, c'est revu, densifié, restructuré. C'est justement l'occasion que notre ministre de tutelle, nos ministres nous donnent de discuter des pas posés durant ces 3 dernières années, de discuter de nos difficultés et de réfléchir avec nous sur les perspectives. On retient que le développement d'une nation repose sur un bon capital humain. J'ai noté l'engagement de cette équipe rectorale, l'engagement total
en termes de conviction, en termes d'implication dans ce qu'ils sont en train de faire, nous pouvons constater des résultats qui sont à leur actif, mais qui sont également à l'actif de toute la communauté universitaire, des enseignants, du personnel et même des apprenants. Et ça demande des efforts incroyables pour obtenir ce que vous avez obtenu dans les conditions qu'on connaît. J'ai apprécié réellement que vous ayez fait ce bond qualitatif. Je voudrais vous exhorter à continuer de la sorte parce que c'est ça qui va beaucoup plus leur sécuriser l'envol de demain. Tout ceci vise à améliorer la qualité de la formation et donner aux étudiants les aptitudes à l'auto-emploi. Et après la séance de travail, Éléonore Yaïla Descamps et Sedami Medegan Fagla ont aussi visité le site agro-pastoral de l'Université de Parakou. À l'occasion, le recteur de cette université a rappelé la nécessité pour les étudiants en agronomie de joindre la théorie à la pratique. Bertrand Bokos-Ogossi est au micro de Silver Savi et d'Alexis Assoba. Durant 21 ans, ce site n'a pas connu d'activité académique. Mais depuis 2022, l'équipe rectorale et l'ensemble des doyens, nous avons décidé d'occuper le site en développant des activités académiques. Des activités académiques qui mobilisent les étudiants, les enseignants et l'administration. Et nous avons commencé par la faculté d'agronomie. On ne peut pas avoir un site de 501 hectares à 8 km de Parakou et former les agronomes tels qu'on les formait. Nous avions décidé de les former autrement et lorsque 3 ans d'investissement, vous accueillez les 2 responsables qui sont à la tête donc, de l'enseignement supérieur, vous ne pouvez pas imaginer notre joie, c'est un grand soutien. Vous avez vu l'état de la voie, c'est 8 km, mais je ne peux pas vous dire la peine des collègues et des étudiants. Et donc si on a un vœu cher, un vœu très cher, c'est que le gouvernement nous aide à aménager cette voie. Et on reste à l'université de Parakou. Les auditeurs en master économie générationnelle et politique publique ont soutenu leur mémoire de fin de formation. Il s'agit de la toute première promotion. L'initiative est portée par le consortium régional pour la recherche en économie générationnelle et l'université de Parakou. Colombe Amadji, Giscard Rakovi. Des recherches supplémentaires dans d'autres régions. Chaque fin de parcours mérite d'être célébrée et cette soutenance représente un moment clé pour les 8 auditeurs venus de la sous-région. Ils ont présenté les fruits de leurs recherches dans le cadre de l'obtention de ce master innovant. Cette formation est proposée par le CREG, Consortium régional pour la recherche en économie générationnelle, en partenariat avec plusieurs universités africaines. Les mémoires ont abordé des thématiques diverses sur l'indice de développement humain et puis sur l'économie générationnelle, sur les politiques publiques, etc. Si les décideurs s'imprègnent de ces différentes thématiques, ils pourront prendre de bonnes décisions pour les politiques publiques dans les différents pays. Le master est venu d'une idée du réseau entier qui est basé aux États-Unis, de renforcer les capacités en Afrique sur cette discipline économie générationnelle et politique publique. Parce qu'on s'est rendu compte que nous avons un déficit important de compétences dans le domaine de l'économie générationnelle pour pouvoir appuyer les gouvernements. Parmi les travaux présentés, 2 mémoires ont ouvert le bal des soutenances. Le développement local des collectivités territoriales au Mali, cas de la région de Caille. L'impact du dividende démographique sur le développement économique en Guinée. Je suis un acteur de développement de la région de Caille, donc il va de soi à apporter une contribution pour le développement de la région de Caille, qui est une région très dynamique, très soulagée, très content, avec la mention très bien. À l'issue des 5 jours de soutenance, les récipiendaires ont officiellement reçu leur toge. En prélude à cette soutenance, le CREG a organisé 2 conférences inaugurales à l'université de Parakou. L'une portait sur le capital humain, pauvreté et économie générationnelle en Afrique. L'autre sur le financement du déficit du cycle de vie, la multidisciplinarité
de l'économie générationnelle. Vous l'avez compris, place au dossier du jour. Vous le savez, le patrimoine artistique et culturel du Bénin est riche. Le gouvernement a d'ailleurs entrepris une restructuration du secteur de la culture afin de le promouvoir et d'en faire un pilier économique à travers des réformes pertinentes et des projets audacieux. D'importants investissements ont été faits pour booster le secteur. On en parle avec Jennifer Sativi et Benjamin Denayon. Faire du tourisme un levier essentiel de l'économie béninoise et propulser le pays au rang des destinations de rêve. Cette ambition du président de la République place le secteur au cœur des priorités de l'État, ce qui engendre des transformations systémiques depuis quelques années. Et pour mieux vendre la destination Bénin, la promotion de la culture et des arts occupe une place de choix. L'art est magique. Et quand il se révèle à vous, il vous révèle à vous-même. Je voudrais que, à travers ces tableaux, ces œuvres, vous découvriez un petit peu le Bénin. Mon souhait est de voir chaque Martiniquais décider ce soir, tout au moins ceux qui sont ici, décider de visiter un jour le Bénin. Le Bénin a choisi de faire féconder le tourisme par la culture et les arts. Lorsque vous prenez par exemple une activité comme les Vodou Days, quand on calcule tous ceux qui ont pu être impactés par cet événement, il y a un coefficient qu'on appelle 4. Il faut prendre par exemple si en moyenne un touriste dépense peut-être en venant au Bénin, dépense peut-être 100 000 francs dans l'économie béninoise. Il faut multiplier ça par le nombre de touristes et multiplier ça par 4 pour voir à peu près l'impact de cet événement sur les touristes étrangers. Je ne veux même pas parler des touristes domestiques. Valoriser le patrimoine culturel, en plus de favoriser une synergie, a également des retombées au plan local. Quand les cultures sont différentes, certains peuples du Nord peuvent dire bon, on veut voir ce que certains peuples du Sud font et que ça fait une richesse interne. Si on calcule tout ça sur le plan économique ou de l'économie nationale, ce n'est pas rien, c'est extrêmement intéressant. Mais ce qu'on vise le plus aussi pour gagner des devises, c'est-à-dire de la monnaie étrangère, c'est le tourisme qui vient de l'extérieur. Malgré les performances enregistrées, les investissements de taille déployés pour propulser le Bénin pourront effectivement être rentables au bout d'un certain temps. Nous sommes en train de semer en ce moment et il va falloir entretenir, arroser, nourrir et faire tout ce qu'il faut pour que la récolte soit belle. Il faut une certaine gratuité au départ pour que quand les gens vont venir voir une seule fois, ils vont dire mais tiens, il y a des richesses ici et que la prochaine fois, ils sont prêts à plus payer. Dans le cadre des projets et réformes, un investissement de 600 milliards de francs CFA est prévu pour les arts et la culture. Tabital Pulaku International, une association socio-culturelle regroupant les communautés Peul d'Afrique, d'Europe et d'Amérique, a choisi le Bénin pour tenir sa réunion du Bureau international. Ce choix s'explique par plusieurs raisons, notamment la paix qui règne entre éleveurs et agriculteurs dans le pays, ainsi que l'attention particulière que le chef de l'État accorde à cette communauté. Christelle Tongodo, Benjamin Denayon. Le Bénin, modèle de paix entre éleveurs et agriculteurs, a attiré l'attention de Tabital Pulaku International pour sa réunion du Bureau international. Au Bénin, il y a des exemples qui montrent le chemin à suivre. Il faut qu'on arrive à sédentariser nos élevages. Bon, je sais que c'est difficile. Pour certains d'entre nous, ils peuvent pas imaginer que on ne peut pas faire l'élevage sédentaire. Mais c'est une obligation. Parce que si le chef de l'État a voulu qu'on évolue, on aille ensemble vers la sédentarisation, c'est en nous projetant sur les 10, 20, 30 prochaines années par rapport aux problèmes auxquels nous ferons face ou que nous faisons déjà face en termes de croix démographique, en termes de conflits de génération même,
en termes même aussi de défis par rapport à cette activité. Est-ce qu'elle nourrit vraiment l'homme? On est en train d'œuvrer pour qu'il y ait une bonne collaboration entre agriculteurs et éleveurs et avec les autres communautés pour que vraiment on ne sente plus tout ce qu'on voit partout. Il y a des conflits entre agriculteurs et éleveurs. C'est ça qui est notre préoccupation et nous devons tout faire pour diminuer ça dans ce pays. La question de l'insécurité dans les pays du Sahel, les zones côtières et au Bénin a également été évoquée lors de cette réunion. Notre pays, le Bénin aussi, est maintenant touché. Donc nos responsables, de différents responsables du Bénin, et nous sommes en train de faire tout possible pour que la sensibilisation soit vraiment très aiguë, qu'on puisse faire la sensibilisation pour que la paix revienne dans ces zones-là. La mobilisation de ce jour est l'expression de notre conviction et engagement partagé, que c'est dans l'union, la tolérance, l'acceptation et la solidarité que nous allons apporter notre modeste contribution pour la communauté et l'effort de développement dans nos différents pays. Tabital Poulakou confirme ainsi son rôle clé dans la promotion de la paix et de la solidarité. Et puis cette triste nouvelle dans ce journal, cet accident de la circulation à Glazoué, tout serait parti d'un mauvais dépassement selon les informations rapportées par le maire de la commune. Dans la nuit du samedi 25 janvier 2025, une collision entre un Titan, une camionnette et un minibus a fait de nombreuses victimes. Le bilan est lourd, 8 morts et plusieurs blessés, dont certains graves. Une cellule de crise a été mise en place, explique le maire Gilles Hondolo. On suit le maire de Glazoué, joint par téléphone. Il y a eu un minibus qui aurait quitté Bantais et qui transportait une vingtaine de personnes. C'est donc le conducteur de ce minibus qui a amorcé un mauvais dépassement. Il s'est retrouvé nez à nez avec une camionnette. La camionnette a réussi à éviter ce conducteur-là. Malheureusement, en l'évitant, le minibus est allé se rabattre sur le camion qu'il dépassait et qu'il a traîné sur environ une trentaine, une quarantaine de mètres de là que le drame est survenu. Ce minibus où on a environ une vingtaine de personnes sur les lieux, on en a perdu 8. 8 sont morts. On a 4 cas de blessés graves qui appellent donc une chirurgie. Ces cas ont été déjà répartis dans divers hôpitaux de zone pour qu'ils soient pris en charge. Maintenant, il y a environ 6-8 personnes qui n'ont pas reçu de blessures sérieuses, mais au regard donc du traumatisme vécu, c'est des gens qui doivent être pris en charge très rapidement par des psychologues. Une cellule de crise a été mise en place, coordonnée par les autorités sanitaires. Le ministre de la Santé lui-même s'est impliqué. Il y a tout le dispositif sanitaire qui a été donc activé. Donc voilà la situation. Dans le reste de l'actualité, la commune des Agégués accueille cette année les festivités de Ouéméroué, la fête identitaire des filles et fils de la vallée de l'Ouémé. Dans ce cadre, et comme d'habitude, la coordination générale de Ouéméroué a lancé officiellement le tissu de l'édition 2025. C'était à Porto Novo, Vitis Aroré, Calvador, Arwano. De l'art musical pour annoncer officiellement le tissu de Ouéméroué, la fête identitaire des ressortissants de la vallée de l'Ouémé. La 15e édition de cette fête se prépare activement. La commune des Agégués s'honore d'accueillir l'événement après le report de l'édition 2024. Voilà le tissu de Ouéméroué Agégué 2025 qui est derrière moi. Voilà les t-shirts devant moi, la casquette est là. Officiellement, le tissu est mis sur le marché. Le coût n'a pas changé. Il n'y a pas eu de modification, pas d'augmentation ni de diminution. Le coût est toujours à 18 000 francs CFA. La commune des Agégués est prête pour accueillir la 15e édition de la fête Ouéméroué. Je voudrais également rassurer que toutes les dispositions sécuritaires sont déjà prises en lien avec les commissariats et en lien avec la police républicaine de notre pays pour que la fête se passe très bien dans la commune des Agégués.
Wemehwe 2025 dans la commune semi-lacustre des Agégués promet des spectacles de musique inédits selon les organisateurs. Nous avons la scène de Wemehwe sur laquelle les artistes défilent, femmes comme hommes défilent. Et vous allez voir de très beaux spectacles cette année. Vous verrez des choses que vous n'avez jamais vues depuis qu'on a commencé cette affaire il y a 15 ans. La 15e édition de Wemehwe dans les Agégués, c'est du 19 au 23 février 2025. Place à l'actualité internationale et ce sera avec Christelle Tongodo. Des combats intenses aux portes de la grande ville de Goma ont repris ce dimanche dans l'est de la République démocratique du Congo entre l'armée congolaise et le groupe anti-gouvernemental du M23 qui est soutenu par le Rwanda et son armée. Dans l'est de la RDC, tous les sites de déplacés situés à environ 10 km au nord de Goma ont été entièrement évacués par leurs occupants. Les habitants fuient en masse vers Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Cette nouvelle vague de déplacement vient exacerber une situation humanitaire déjà critique dans la région. Les infrastructures d'accueil à Goma, déjà saturées, risquent d'être insuffisantes pour répondre aux besoins des nouveaux déplacés. Depuis 2 ans, les pêcheurs de la rade de Brest, à la pointe ouest de la France, ne ramassent plus les obus de la Seconde Guerre mondiale remontés dans leur drague. Un refus qui n'est pas sans conséquences sur l'environnement. Maintenant, on a donc un ordre d'intervention qui couvre l'ensemble de la durée de la campagne de pêche à la coquille Saint-Jacques pour gagner encore plus en réactivité et intervenir plus rapidement sur les navires de pêche qui seraient amenés à déclarer la découverte d'un obus dans leur engin de pêche. Donald Trump célèbre sa première semaine à la Maison-Blanche dans un casino de Las Vegas où il prononce un discours axé sur sa proposition d'exempter les pourboires des taxes fédérales, particulièrement populaires dans une ville tournée vers l'industrie hôtelière. Les Bélarusses commencent dimanche à voter pour l'élection présidentielle destinée à réélire pour un 7e mandat consécutif Alexandre Loukachenko au pouvoir depuis 1994 en l'absence de toute opposition tolérée. Et c'est la fin de ce 13h. Merci à tous de l'avoir suivi.